Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Difficile de penser à autre chose que le coronavirus en ce moment. Certains en oublieraient même que d'autres pathologies peuvent nous toucher, à en commencer avec ceux qui en sont atteints. Que deviennent les non-malades du Covid-19 en pleine crise? C'est la question à laquelle on tentera de répondre aujourd'hui avec mes invités. Et on parlera notamment de la prise en charge des malades chroniques pendant la crise du coronavirus, du don de sang qui s'est raréfié notamment pendant le confinement, et de la déprogrammation de certaines chirurgies dites non urgentes. À quel point cela a été préjudiciable pour les patients? Quelles en sont les conséquences dans les jours à venir, les semaines à venir et les mois à venir? C'est ce qu'on tentera de comprendre avec mes invités. Je reçois dans cette première partie de l'émission, puisqu'on aura une deuxième partie aussi dans cette émission. Dans la première partie, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Mohamed Laifa. Vous êtes diabétologue, vous êtes également président de la Société algérienne de la recherche médicale, la SARM. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Je reçois également le professeur Karim Msaad. Vous êtes cardiologue, vous êtes ancien chef de service à l'hôpital de Nimsous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous, et je recevrai dans la deuxième partie de l'émission, pour parler du don de sang, mais aussi de la chirurgie orthopédique, le professeur Yacoubi Mustafa, chef de service chirurgie orthopédique à l'hôpital de Ben Aknoun. Je recevrai également le docteur Kiri Sofiane, directeur de communication à l'Agence nationale du sang. Restez avec nous pour les deux parties donc de l'émission. Alors, je disais à l'instant que on a presque oublié les autres maladies pendant les quelques mois qu'on a vu défiler, et depuis qu'on a commencé à parler du coronavirus. Alors, professeur Krim, au temps du Covid, que sont devenus les autres malades? Très bonne question, très pertinente, parce que nous avons observé un phénomène inédit, qui n'est pas propre d'ailleurs à l'Algérie. C'est un phénomène mondial qui a été observé dans tous les pays du monde. Les malades cardiovasculaires, il y a deux types de patients. Il y a les patients stables, chroniques, qui sont suivis régulièrement et qui ont un traitement, qui sont déjà traités, et les patients, les nouveaux patients qui ne sont pas forcément suivis, mais qui peuvent présenter des urgences cardiovasculaires. Et ces patients qu'on avait l'habitude de recevoir, tels que les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les urgences hypertensives graves qui nécessitent une hospitalisation, une prise en charge spécialisée, avaient disparu des unités d'urgence de cardiovasculaire. Et ça a duré à peu près 8 semaines. Et ce n'est pas propre à l'Algérie. Par exemple, vraiment une pathologie très sensible, qui est l'infarctus du myocarde. Vous savez, quand le patient présente une douleur à la poitrine... On avait l'impression qu'il n'y avait plus de crise cardiaque. Une douleur à la poitrine, voilà, c'est l'urgence. Il faut agir très vite pour sauver ce cœur. Ces malades ne venaient plus à l'hôpital. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, au début de l'épidémie, on a dit restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Le confinement. Donc les gens avaient peur de venir à l'hôpital, ils avaient peur d'être infectés par le virus, et donc ils ont un peu oublié leurs symptômes, ils ont essayé d'attendre, et ensuite, évidemment, ils se sont aggravés, ils ont fini par consulter, mais tardivement. Oui. Et malheureusement, il y a eu des dégâts collatéraux, comme vous l'avez dit. On va y revenir plus longuement. Docteur Laifa, vous êtes plutôt installé à votre compte. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est le même constat? Vous avez eu l'impression aussi que les malades ont déserté les médecins, n'allaient plus consulter? Exactement, parce que le message officiel qui a été entendu, c'est que ne quittez plus chez vous, ne sortez pas, tout simplement, sans autre explication, alors qu'il y a des urgences qui sont beaucoup plus difficile à prendre en charge que le coronavirus en lui-même, hein, parce qu'il y a, comme dit le professeur Karim, c'est que on est en face d'une menace, d'un infarctus du myocarde, parfois sont des simples douleurs thoraciques, et qui derrière se cache un grand problème vasculaire qui nécessite justement une prise en charge immédiate, et que les heures sont comptées par rapport à l'efficacité de l'acte. Bon, c'est valable pour toutes les pathologies chroniques. Nous, on s'est organisé dans un premier temps
On a été pris en dépourvu au début, on n'avait pas les moyens de protection nécessaires, on s'est débrouillé. Ça a été un gros problème au début de la pandémie. Oui, parce que le problème ne se limitait pas à nous protéger nous-mêmes et à protéger aussi nos patients, parce qu'il fallait s'organiser afin que les patients ne viennent pas se bousculer dans les salles d'attente et se retrouvent dans un espace fermé où le risque de transmission est élevé. Mais de l'autre côté, il faut aussi continuer à les prendre en charge et à subvenir à leurs besoins médicaux quotidiens et habituels. Dans notre cas, on a engagé des consultations à distance par le biais des réseaux sociaux que vous connaissez, bien sûr. Ça a marché pour une bonne partie, surtout ceux qui sont connectés et tout ça. Et pour le reste, effectivement, nous, on a plus ou moins la chance dans notre spécialité qu'on ne gère pas les urgences proprement dites. Même en temps normal, on n'a pas des urgences à recevoir dans notre consultation. Mais on a des patients... C'est plus les hôpitaux, c'est ça ce que vous voulez dire. Absolument. Mais le message a été corrigé, le tir est corrigé, et on a conseillé aux gens le fait de sortir, ce n'est pas l'acte de sortir qui est banni et qui est interdit. En réalité, si on dit aux gens de ne pas sortir, parce que quand on sort, on va aller chez des magasins, des boutiques, là où il y a un espace qui est fermé et qu'on ne peut pas respirer de façon correcte, et d'autant plus que le risque de contamination est élevé. Ce n'est pas le fait de se retrouver dans la rue qui est un problème. Sinon, on va fermer aussi les fenêtres parce que le virus n'est pas dans l'air, donc il peut aussi rentrer par la fenêtre. Mais le fait d'être exposé à être contaminé par d'autres personnes, à d'autres endroits où le risque est beaucoup plus élevé. Maintenant, les choses rentrent plus ou moins dans l'ordre et on s'organise dans la façon de recevoir nos patients. Ce n'est pas l'examen clinique pur et classique. Nous sommes dans une période exceptionnelle. On a les moyens exceptionnels, mais on continue bien sûr à traiter avec nos patients. Oui. En gros, vous dites que peut-être qu'il s'agit d'une mauvaise information ou une mauvaise compréhension des informations qui circulaient à l'époque. On a parlé même d'infodémie. Rappelez-vous, professeur Kim, vous en avez touché un mot au tout début. Vous avez dit que ces malades, s'ils ne venaient pas consulter, c'est parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. En gros, parce qu'il y a d'autres raisons aussi. Mais est-ce que c'est à juste titre, finalement? Parce qu'on a parlé, rappelez-vous aussi, des malades chroniques, en disant que ce sont eux qui sont appelés à développer les formes les plus graves du Covid-19. Alors nous, ce qu'on a fait dès le début, vraiment dès le début de l'épidémie, vers le 11 mars, on a eu le premier décès qui est arrivé à Bienheim-Messous. Et dès cette date-là, la prise de conscience s'est faite et on a tout de suite réorganisé totalement l'activité du service en privilégiant la télémédecine. On a mis en place une téléconsultation qui fonctionne très bien d'ailleurs et qui bien sûr a permis aux patients qui étaient suivis, tous les malades chroniques, nous avons beaucoup de maladies ischémiques, c'est-à-dire les infarctus qui sont venus, qui ont été hospitalisés, qui sont sortis, qui ont été revascularisés et qui restent des malades très fragiles. Donc nous avons mis en place cette consultation avec donc toute l'équipe du service, le chef de service, qui a complètement réorganisé cette activité et qui a très bien fonctionné, qui a permis aux patients de garder le lien avec leur médecin. Et ça nous a extrêmement aidés parce que ces patients n'étaient pas perdus dans la nature. Donc ces patients-là qui étaient déjà connus ont pu, à travers cette consultation de télémédecine, on a pu repérer les patients qui nécessitaient justement une prise en charge d'urgence. À ce moment-là, on les recevait. Oui. Et tous ceux qui étaient stables, donc on avait cette consultation et on n'a pas utilisé les réseaux sociaux. On a utilisé un logiciel dédié à la téléconsultation parce que les gens, comment ils étaient informés? On a préféré garder donc les données des patients quand même. On n'a pas voulu et ça marche très bien. Les patients, vous savez que dans chaque foyer il y a une connexion internet, même si le patient lui-même, qui est peut-être un peu âgé, n'est pas... Mais il y a toujours un fils, une fille, ça fonctionne très bien. Bien sûr, il faut que le patient aussi fasse un effort. Oui. C'est-à-dire quand le patient refuse. Mais ça a très très bien fonctionné. Et ainsi, ça nous a permis de limiter les dégâts. Oui. Et limiter les dégâts. Alors, après les 8 semaines, les patients sont revenus. Là, maintenant, les patients consultent aux urgences, puisqu'on a quand même sensibilisé ces patients par le biais de la téléconsultation. Et maintenant, on a un afflux donc, qui est raisonnable et qui revient petit à petit. Mais ce n'est pas propre à l'Algérie. Oui, non, c'est que c'est une crise, c'est une crise mondiale. Si vous prenez des chiffres mondiaux,
aussi bien en France, en Europe, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, partout, il y a environ, on a enregistré moins 30% d'infarctus qui viennent aux urgences. Par contre, il y a eu un travail très important qui a été fait donc en région parisienne. Ils ont compté les morts subites à l'extérieur de l'hôpital. Oui. Il y a eu un doublement des morts subites à l'extérieur de l'hôpital, et ce n'est pas des morts subites dues au Covid. Ce sont des cardiaques qui n'ont pas été pris en charge. Docteur Laifa, je posais la question à l'instant au professeur Krim. Alors, les malades chroniques ont aussi déserté les hôpitaux ou les autres infrastructures médicales par crainte d'être contaminés, parce que on leur a dit, on l'a répété très souvent, ce sont eux qui sont appelés ou exposés à faire des formes graves. Est-ce que leur peur était un peu justifiée? On a parlé aussi de la difficulté du traitement, parce que certains ne pourraient pas être mis sous chloroquine aussi. Est-ce que cela est justifié? Est-ce que c'est vrai quelque part? Sur le plan pratique, oui, c'est vrai. Ils sont une catégorie qui est fragile. Mais je pense qu'on a fait lancer un message qui est trop exagéré et qui a fait quand même des effets qui ne sont pas ceux recherchés. Parce que, attention, on les pointe du doigt, attention, vous êtes les plus fragiles, vous êtes une personne âgée, si vous tombez, si vous serez contaminé, vous allez mourir. On a entendu ça, et ça, c'est un message qui est négatif. Ce n'est pas ça. C'est pas, si on protège une catégorie, c'est parce que cette catégorie est vraiment fragile, mais ça ne veut pas dire, on a tout vu avec ce coronavirus. On a vu des personnes à 90 ans qui en sortent, et à 30 ans qui meurent. Hein. Donc, ce n'est pas quand même, et pour la chloroquine, est-ce que c'est vrai, par exemple, que les diabétiques ne peuvent pas être mis sous chloroquine, ou les cardiaques? Ne peuvent pas, non, quand même. Ne peuvent pas, non. Mais ils répondent aux critères de la mise en route de la chloroquine chez toute personne. Elle est soumise à des conditions, c'est-à-dire primitives, qui est celle d'un ECG au minimum, afin d'éviter une complication qui est très, très connue, c'est la torsade de pointe, donc il y a un risque de tachycardie et tout. Mais c'est un risque qui est partagé. C'est vrai, plus on est fragile, plus on est proche de ces situations critiques. Mais je pense que c'est ici que les choses n'ont pas été... N'oubliez pas, comme disait professeur Karim, donc à l'instant, c'est que c'est une situation exceptionnelle, et on a été tous pris, on n'en savait pas beaucoup, hein, parce que même les gens les plus anciens dans la pratique médicale n'ont pas vécu des situations pareilles pour retrouver les bons réflexes et comment réagir. On est en train de réfléchir en même temps. Vous voyez même les recommandations internationales, même de l'OMS, il y a eu beaucoup de contradictions. On indique des choses, puis on contre-indique, on avance, on fait des conseils, puis le conseil contraire. Oui. Ça veut dire que tout le monde a été pris au dépourvu par rapport à cette crise, et on est en train de réfléchir en même temps, de trouver des solutions. Cette histoire de chloroquine, bien sûr, beaucoup a été dit par rapport à ça, on n'en sait rien, mais le véritable constat, c'est après la fin de cette pandémie qu'on aura vraiment... Tirer les leçons. Absolument, et voir qu'est-ce qui a été fait de bon ou de mauvais, mais en fin de compte, parce qu'on n'avait pas de solution, parce que lui qui est contre la chloroquine n'a pas d'autre solution à proposer, parce que c'est très difficile de ne rien proposer. Non, on n'est pas contre, mais bon, on voulait juste comprendre peut-être qui ne peut pas être mis sous chloroquine. Non, il y a des contre-indications classiques, elles sont connues, d'ailleurs elles sont rares. Elles sont cardiologiques. On sait très bien que si on retrouve une anomalie sur l'électrocardiogramme qui va prédisposer à la survenue de troubles du rythme très graves, il ne faut pas prescrire la chloroquine. Donc il y a des contre-indications spécifiques cardiologiques. Elles sont connues et elles sont rares. Elles sont pas fréquentes. Alors justement dans ce sens, ce que j'aimerais vous rappeler qu'au début, il y avait une panique générale. Une panique. Il n'y avait même pas suffisamment de moyens de protection pour tout le monde. Alors, le malade qui vient de chez lui, déjà, il y avait cette hantise, cette angoisse. Et puis, quand on prend ce problème en considération et qu'on met à la disposition, par exemple, c'est ce qu'a fait le chef de service de notre service, il a mis à la disposition des patients qui venaient un masque, le gel, et donc ils sont examinés avec des mesures de protection draconiennes pour les médecins, et ça s'est très bien passé. Quant à la chloroquine, et justement ces équipes-là ont aidé les équipes qui s'occupaient du Covid. Par exemple, il y avait les pneumos,
pneumo, médecine interne, réanimation, qui demandaient toujours des avis, parce que les avis cardiologiques, parfois c'était difficile de trancher, et ces avis ont été, voilà, ils ont été en contact permanent avec ces équipes pour les aider un petit peu à avancer et à repérer les patients qui ne devaient pas prendre ce traitement. Ceci dit, on n'a pas observé de... Il y a eu énormément de malades qui ont été traités à l'hydroxychloroquine en Algérie, et il n'a pas été rapporté de mortalité subite ou importante liée aux accidents cardiaques. Vraiment, ça n'a pas été rapporté. J'ai envie de revenir aussi sur le point, le fait que les malades ont déserté les hôpitaux, entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui la situation semble changer finalement, puisque oui. vous le disiez, c'est ce que vous disiez. Alors, les malades ont déserté les hôpitaux parce qu'ils avaient peur, encore une fois, d'être contaminés, mais aussi peut-être parce qu'il y a eu une forme de réorganisation aussi. Il y a eu, par exemple, pour la chirurgie, il y a eu des programmations de la chirurgie, il y a eu une réorganisation des services. Est-ce que c'est pas difficile de garantir un suivi dans ces conditions? Et puis aujourd'hui aussi, on assiste à un nouveau pic. Comment doit-on imaginer les choses dans l'avenir? Alors, la réorganisation de l'activité du service par la mise en place de cette consultation a concerné les malades chroniques, stables. Par exemple, dans nos consultations, nous avons des hypertendus, nous avons des insuffisants cardiaques, nous avons même des patients qui ont fait des infarctus, mais qui sont stables, qui ne sont pas compliqués, qui ont un traitement et qui sont revus régulièrement à nos consultations. C'est cela, la consultation. Mais les urgences vitales, doivent se présenter aux urgences physiquement. Elles ne peuvent pas être gérées par la téléconsultation. Donc ce sont ces urgences vitales qui ont fait défaut, parce que les patients ne sont pas venus. Ils ont fini par venir très, très en retard. Mais par exemple, il y a eu un certain nombre d'entre eux qui n'ont pas pu être pris en charge de manière optimale. C'est-à-dire, nous, vous savez, quand il y a à quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir, voire les mois à venir? Est-ce qu'on va avoir des chiffres qui vont finalement... On a eu peur de la mortalité du Covid. Est-ce qu'on doit s'attendre à une mortalité? Il y a déjà 50% de plus de morts subites à l'extérieur de l'hôpital. Ce sont les infarctus. Ce sont les complications des maladies cardiaques qui n'ont pas été prises à temps, justement. Et ce sont des patients qui n'ont même pas été vus. Cardiaque. Quand je dis mort subite, quand on dit mort subite, souvent c'est d'origine cardiaque. Oui. La majorité, on peut dire 90% ou 95% des morts subites sont d'origine cardiaque. Donc, ça c'est un indicateur qui ne trompe pas et qui montre bien que le phénomène a été mondial. Et maintenant, ça reprend tout doucement, mais ça revient. On a même changé les procédures de prise en charge. Par exemple, dans le domaine de l'infarctus, avant, dès qu'un patient arrivait, on faisait tout de suite la coronarographie pour faire l'angioplastie primaire, c'est-à-dire déboucher l'artère. Quand il y a eu le coronavirus, on a un petit peu réorganisé ça. On a privilégié la forme, si vous voulez, de la désobstruction pharmacologique, en faisant la thrombolyse, par rapport à cause de parce que tout malade qui vient aux urgences, même cardiologiques, doit être considéré comme un Covid. Absolument, c'est la question que j'allais vous poser. On ne peut pas oublier ça, et on doit donc... Et comme on n'a pas le temps de dépister tout le monde... D'ailleurs, c'est une prise en charge de recommandation qui a été validée, même dans les pays les plus évolués, ils ont pratiqué des thrombolyses en attendant. Allez-y, docteur Laifa. Alors, pour rebondir sur ce point en particulier, c'est par rapport, on a commencé déjà à voir des résultats et les effets collatéraux, que vous l'appelez très bien, des déséquilibres de patients. Parce que finalement, qu'on soit diabétique ou hypertendu, on est toujours à la recherche d'un point d'équilibre métabolique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un chiffre de normalité, mais on a un intervalle de normalité. Et tout le monde balance dans cet intervalle-là, qu'il soit pour l'hypertension et chiffre tensionnel, qu'il soit pour les glycémies et autres paramètres. Dès la fin de mois de mai jusqu'à maintenant, on commence à voir un véritable recul sur ce qui s'est passé depuis le mois de mars. Je peux vous l'affirmer, à mon niveau déjà, il y a eu beaucoup de déséquilibres. Les patients sont très déséquilibrés pendant la période, malgré cette instruction de ne pas sortir. Mais il y a d'autres choses. Alors, ne pas sortir, c'est-à-dire ne pas bouger. Ne pas bouger, c'est-à-dire rester à la maison. Donc, consommer plus, bouger moins, exposé à un stress
qui est permanent. Oui, vous anticipez un peu sur ma prochaine question, justement, parmi les séquelles, justement, ou les dommages collatéraux, c'est justement cette situation anxiogène que vivaient aussi ces malades et qui sont, voilà. Est-ce que vous avez vu des cas, justement Ah oui, énormément. Vous voyez, le stress est un élément positif quand il est arrêté dans le temps. C'est un élément, c'est une défense naturelle de l'organisme. C'est un état d'alerte. Hein, l'organisme, quand vous êtes agressé, quand il y a un danger, il y a un état de stress qui s'installe, les hormones, tout est prêt. C'est comme dans un pays où on est agressé, donc tout le monde va se mobiliser pour défendre ce pays-là. Mais le problème, l'état d'alerte, qu'il soit pour des pays, qu'il soit dans l'organisme lui-même, ne peut pas tenir pendant très longtemps. Parce qu'il va y avoir un fléchissement après, il va y avoir une fatigue, il va y avoir des effets collatéraux à l'intérieur. Et puis, il y a celui qui prend le coup le plus difficile, c'est le métabolisme lui-même. Donc la carburation qui se passe dans le corps humain. Et puis carburation, ça intéresse aussi bien les vaisseaux que le glucose, différentes hormones, la thyroïde et tout ça. Et ce sont ces pathologies-là qui sont les plus fragiles. Donc ils prennent un coup du stress quand il dure dans le temps, et il continue de durer. Et puis, il est accompagné par une situation qui est quand même anormale. C'est que ce qu'on faisait tout le temps avec les patients, de les conseiller de bouger, d'avoir une petite activité physique et permanente, n'est plus de mise maintenant. Et puis, l'alimentation, quand on est 24 heures chez soi, on a tendance à manger, à consommer. Quand ça dure dans le temps, vous voyez, donc consommation, ne pas bouger, stresser. Et puis, voilà, ce sont des éléments qui vont me manquer. Ce que je vois, moi, cette histoire, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions, cette histoire de campagne, de donner des compléments alimentaires, donner du zinc à tout le monde, donner de vitamine D, c'est bien, on le sait très bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, ces compléments. Mais attention, il ne faut pas comme ça continuer à distribuer à tout le monde parce qu'ils vont le comprendre comme un vaccin ou bien comme un traitement contre la Covid, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de mal. Absolument, il n'y a pas de mal dans le fait de donner un complément à quelqu'un qui le mérite d'abord, parce qu'il va sentir une fausse assurance. Dans un sens, il va peut-être baisser un petit peu la garde par rapport à ces gestes barrières-là, parce qu'il va se sentir un peu plus aisé, plus fort, plus protégé. Et ceci est très important parce qu'il faut que ça soit une décision médicale. Il faut que ça soit le médecin qui décide, ou le médecin traitant, peu importe qui c'est, mais qui décide de l'importance d'ajouter ces éléments qui sont utiles quand même. Je vais aller dans le même sens que mon collègue, parce que personnellement, je suis contre cette administration largamanu de compléments alimentaires qui peuvent provoquer des complications. Nous avons eu à gérer des complications graves liées justement à la prescription, pas la prescription médicale, hein, mais l'automédication de patients qui prenaient comme ça des compléments alimentaires et qui ont fait des complications. Par exemple, des patients qui sont sous anticoagulants et qui prenaient de la vitamine E comme complément alimentaire et qui ont fait des hémorragies graves. Donc non, il faut éviter ça. Et une dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors avec le confinement, les malades chroniques justement sont appelés à reprendre le travail. Quelles répercussions, quel risque y a-t-il aujourd'hui sur leur santé ? Écoutez, il y a des pathologies cardiovasculaires sévères et graves, compliquées, qui déjà sont des indications donc à ne pas reprendre le travail tout de suite. Mais par contre, ceux qui sont stables, qui ont leurs médicaments, qui n'ont pas de complications, peuvent reprendre leur travail en respectant évidemment les mesures de sécurité habituelles, c'est-à-dire se protéger et éviter la distanciation, se laver les mains, porter des masques, etc. On ne peut pas dire aux gens, c'est parce qu'ils ont une maladie cardiaque stable de ne pas travailler, parce que le travail fait partie de la guérison. Si vous mettez tout le monde en congé, le stress que ça va engendrer va être un facteur de risque important pour la survenue de complications. Alors c'est par rapport aux problèmes psychologiques dus au confinement, on connaît la relation directe entre stress et maladie cardiovasculaire. Donc tous ceux qui font des infarctus, quand vous voyez le profil, le stress occupe une place très importante. Donc évidemment, il va y avoir un impact, il va y avoir un retentissement. Et puis il y a deux catégories de citoyens. Il y a ceux qui ont déjà des problèmes psychologiques, qui sont déjà suivis en psychiatrie, ou qui ont déjà des problèmes psychologiques, chez lesquels vraiment ça va être très majoré. Et puis les autres,
dont on fait partie, j'espère, bien, ils vont se battre. Ils auront des mécanismes de défense qui permettra de passer, je l'espère, cette période donc avec sérénité. Docteur Laifa, nos hôpitaux sont saturés vraisemblablement avec le nouveau pic, parce que vous voyez les chiffres de ces derniers jours, ils ne sont pas très rassurants. Alors dans un document officiel datant du 21 juin, le ministère de la Santé prévoit le confinement des cas suspects à domicile pour soulager nos hôpitaux. Qu'en pensez-vous? Il fallait faire dès le départ. Oui, dès le départ. Dès le départ, il fallait faire parce que c'est un moyen thérapeutique, c'est un moyen de gestion d'une crise. Comme ça, pour se focaliser sur les cas graves? Absolument, bien sûr, parce que déjà maintenant, on est en train de réduire les séjours d'hospitalisation, c'est-à-dire la durée d'hospitalisation réduite pour libérer d'autres places. Parce que c'est vrai, parce que d'abord le dépistage a été un peu plus important. Plus on cherche, plus on trouve, hein, de toute façon. Ça se passe partout dans le monde. Oui. Maintenant, moi je suis content dans un sens où le taux de la prévalence de décès n'est pas très élevé. Hein. Peu importe le chiffre, parce que même si le chiffre de cas positifs augmente, le nombre de décès officiellement, du moins annoncé par le pouvoir public, il est plus ou moins stable. Hein. On est dans les chiffres, et tant mieux dans un sens. On a tendance, parce que on s'attendait quand même à une baisse. C'est pour ça que je parle peut-être d'augmentation du chiffre, parce qu'on s'attendait quand même à une baisse. Les études prédictives donnaient le mois de juillet comme étant le mois de fin de la pandémie pour l'Algérie et la région du Maghreb. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu avec des chiffres qui sont en hausse. Quand même, hier, 197 cas. C'est quand même beaucoup. C'est pour ça que je vous disais... C'est beaucoup, et probablement il va y avoir encore un autre pic. J'imagine qu'il va y avoir un pic, mais le pic lui-même n'est pas un problème, parce qu'il y a d'autres pays où on enregistre 1000 à 2000 cas positifs, et ils sont en train d'ouvrir carrément, parce qu'il y a une autre façon de gérer la crise. Ce n'est pas le nombre de cas positifs qui m'effraie beaucoup plus que le nombre d'occupations en salle de soins intensifs et de décès. Voilà les repères réels. De la gravité. De la gravité. Ceci est plus ou moins stable pour nous. C'est pour ça que même le ministère de la Santé continue à dire qu'il s'agit quand même d'une stabilité, en dehors des cas positifs, parce que pour vraiment dire qu'il s'agit d'une augmentation, il fallait avoir une politique claire et les moyens surtout de faire un dépistage massif et généralisé. Ce qui n'est pas possible d'ailleurs pour beaucoup d'autres pays aussi. Hein. Il y a des pays qui ne font pas. Mais la prudence, on revient à l'accompagnement familial, surtout pour notre catégorie de patients. L'accompagnement familial est très très important. Il ne faut pas culpabiliser ces personnes-là. Il faut savoir les aider et les faire comprendre de façon douce, afin que, parce qu'ils déjà ils souffrent d'un stress qui est quand même important, il ne faut pas encore en ajouter. Oui. Docteur Krim, peut-être dans le même ordre d'idée, rappeler un peu les conseils aux personnes malades, justement. Ce qu'on a observé, c'est un relâchement total. On regarde, nous, quand on voit les citoyens, au début, les gens avaient très peur. Et ils ont vraiment suivi à la lettre. Rappelez-vous, au début, les rues étaient désertes, il n'y avait personne, les gens restaient chez eux et respectaient. Puis après la dernière semaine du Ramadan et après l'Aïd, il y a eu un relâchement. C'est le déconfinement total. En fait. On a vu des gens... Non, déjà eux, ils se sont déconfinés avant. On a vu des personnes s'embrasser, on a vu pas de masque, et les uns sur les autres, c'était un comportement tout à fait anormal. Alors, donc, prudence. moi, je voudrais quand même que les autorités, disons, s'attellent à un petit peu... à plus de rigueur. À plus de rigueur, pour rappeler aux citoyens, par divers moyens, qu'il faut respecter les règles pour essayer d'en sortir. Absolument. Voilà. Alors, règles de distanciation, port de masque, bien sûr. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce premier plateau. Je vous suggère à présent de regarder un reportage. On va faire immersion dans le service de transfusion sanguine à l'hôpital de Luiba. Regardez. Le don de sang permet de sauver des vies humaines en dépit de la pandémie du coronavirus et le confinement généralisé dans le monde. Il y a toujours peu de donneurs. C'est un problème un peu particulier, très sensible. Et généralement, les donneurs de sang, ce sont les gens qui ont un parent qui va se faire opérer ou bien qui est malade. Et donc, quand on demande du sang, ils vont donner du sang et on récupère ainsi les quantités dont le médecin transfuseur a besoin. Au début de cette pandémie, on avait senti une diminution de l'afflux des donneurs de sang au niveau du centre de transfusion de Luiba et je suppose au niveau de tous les centres de transfusion à travers le pays. Durant cette période de pandémie 19, il y a
certaines structures qui sont classiquement habituées à donner le sang. Je pense là notamment aux mosquées qui sont fermées, et donc il y a peu de donneurs de ce côté-là. Les institutions de l'État qui ne peuvent pas se déplacer pour donner du sang. Alors, je profite pour dire à la population en général que le don de sang est très important. Ça sauve des vies. Et à ce titre-là, il faut, malgré cette pandémie, continuer à se déplacer au centre de transfusion sanguine pour donner justement du sang. L'impact de cette courbe ascendante des cas confirmés du coronavirus, recensés ces dernières semaines dans notre pays, a été néfaste pour les malades chroniques. Il y a une recrudescence des cas de Covid-19 dans notre pays et les raisons sont connues, hein, vous les connaissez tous. Le citoyen demeure illégible à donner un peu de son sang aux patients pour lesquels les transfusions sanguines sont vitales. Les maladies hématologiques chroniques, notamment par exemple les bêta-thalassémies, les drépanocytoses, qui ont besoin de sang, mais également il y a des cas aigus, les hémorragies aiguës, qui ont besoin de dons de sang, de transfusion en extrême urgence, sans quoi le malade peut décéder. On rassure les donneurs parce que lorsqu'ils se présentent, il n'y a pas de souci. On sait qu'ils appréhendent, lorsqu'ils se présentent au niveau des différents hôpitaux, ils appréhendent cette infection, mais on les rassure que toutes les mesures sont prises pour justement pour épargner la transmission de ce virus. Nous avons continué aussi bien pendant la période de Ramadan, puisqu'il y a des collectes qui ont été faites pendant la période de Ramadan, comme maintenant. On envoie les bénévoles faire les services chaque fois qu'on a un patient qui nécessite une transfusion, il va vers le service de transfusion sanguine, on le programme pour donner du sang. Donc le service laboratoire de l'UIBA a continué à travailler avec nous pour nous accompagner pendant cette période Covid avec les malades d'oncologie pour qu'ils reçoivent leur traitement convenablement avec des transfusions, avec tous les soins de support nécessaires. Le besoin de ce précieux liquide reste crucial. La mobilisation ne doit jamais fléchir et les bienfaiteurs sont toujours attendus par les nécessiteux dans leur lit, au bloc opératoire et notamment dans les services d'urgence. Alors, bienvenue encore une fois dans ce deuxième plateau et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Yacoubi Mustafa. Vous êtes chef de service de chirurgie orthopédique à l'hôpital de Bnei Aknoun. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je reçois également le docteur Kiri Sofiane. Vous êtes directeur de communication à l'Agence nationale du sang. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, même constat, j'imagine, professeur Yacoubi. Les malades ont également déserté l'hôpital. Je parle de votre service. Quel constat faites-vous? En fait, bon, il faut dire que la pandémie, c'est mondial. Donc, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on va dire, ça concerne tous les pays. Et cette pandémie, elle est inédite. Il y a un virus qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Et c'est un virus qui est impressionnant concernant comment il se propage. Donc au niveau de notre service, au niveau de la chirurgie orthopédique et traumatologique, il faut un peu différencier les interventions d'urgence qui relèvent de l'urgence. En fait, c'est de la traumatologie et tout ce qui est chirurgie froide. Mmh. En fait, la chirurgie froide, c'est celles qui ne sont pas urgentes. Celles qui ne sont pas urgentes, mais n'empêche, s'il a été décidé d'opérer un patient, c'est qu'il est souffrant. Donc, certaines pathologies rhumatismales, par exemple, avec la détérioration et la destruction des articulations, ça mène vers un handicap. Et l'handicap, la seule solution, c'est d'aller intervenir et donc aller traiter ces pathologies. Donc, l'urgence, on ne l'a pas arrêtée. Mmh. C'est tout à fait normal. Par contre, la chirurgie froide, l'urgence, c'est d'aller se consacrer à cette pandémie qui est inédite, je répète. Et là, c'est tout à fait logique de mettre un peu de côté et que les patients vont prendre, comment dire, leur mal en patience et d'attendre un peu qu'on puisse se consacrer à eux. Docteur Kiri, on voyait à l'instant dans le reportage un peu le constat qu'il fait aussi, j'imagine que c'est aussi un peu le même constat, on le voyait dans le reportage par rapport aux dons de sang. Nos hôpitaux en souffrent. Quel constat faites-vous aujourd'hui aussi là-dessus? Tout à fait. Au début de cette crise, vers la fin du mois de mars,
qu'il y a, comme le disait tout à l'heure vos invités, a pris un petit peu tout le monde à court et au dépourvu, et avec un seul mot d'ordre, c'est de rester chez vous. Et même voir dans certaines wilayas, enfin je parle en particulier de la wilaya de Blida, où il y avait un confinement total, une mobilisation qui était quasi nulle, et qui s'est répercutée d'une manière assez spectaculaire sur la disponibilité du sang et de ses dérivés au niveau des banques de sang. Et qu'en parallèle, sachant qu'il y a d'autres pathologies, on en a parlé tout à l'heure, qui sont là et qui sont dans le besoin de ce liquide précieux qui reste le seul moyen thérapeutique pour eux. Je pense aux maladies de sang, telles que les bêta-thalassémiques, les drépanocytaires, qui leur vie. C'est une forme d'anémie. C'est une forme d'une malformation de l'hémoglobine et qui nécessite une transfusion sanguine chaque 3 semaines, chaque mois, pendant toute leur vie. Je pense aussi aux maladies cancéreuses qui, sous l'effet de la chimiothérapie, va induire une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse des plaquettes et qui va induire une transfusion plaquettaire. Bien sûr, le professeur Yacoubi est là pour nous parler, mais on parle aussi des accidentés de la voie publique qui, malheureusement, nous sommes un pays qui enregistre un taux d'accidents élevé et bien sûr un taux de blessés et qui nécessite une transfusion dans l'urgence. Les femmes enceintes aussi, au moment de l'accouchement. Donc, quelques pathologies qu'on cite et qui ont besoin de ce produit qui, rappelant qu'il n'y a aucun substitut. C'est un traitement qui est utilisé nécessaire et qu'il n'y a aucune technologie au monde qui permet de donner un substitut. Oui. Professeur Yacoubi, les hôpitaux ont été désertés en grande partie parce que les gens avaient peur d'être contaminés, ou alors parce que aussi, par exemple à votre niveau, il y a eu des chirurgies qui ont été déprogrammées, il y a eu une réorganisation du service, vous avez été amputé d'une partie de votre personnel aussi. Oui, exactement. Donc l'urgence, je l'ai dit, l'urgence était à aller régler ce problème de pandémie qui est inédite et qui nécessite des moyens, et entre autres le personnel. Donc effectivement, là, cette mobilisation était nécessaire, d'aller prendre donc, des soignants, des autres services, des généralistes par exemple, dans notre cas, des réanimateurs. Tous les généralistes, les réanimateurs également. Donc là, il y a des conséquences, bien entendu, sur la programmation des patients. Et également aussi, il faut dire, c'est que si on a réduit cette activité, c'est également pour répondre à ces conditions de respect de la distanciation sociale. En fait, s'il y aura beaucoup de malades, donc il y aura bien entendu le contact donc, qui va se faire entre les malades. Et sachez que l'hôpital, c'est un endroit où on peut très facilement donc, avoir donc, cette infection. Et il faut rajouter également que la traumatologie occupe aussi un volume de travail. Et là aussi, si on a peu de personnel, il faut s'attendre aussi à que les gens travaillent aussi, que fassent les urgences. Donc vous voyez un peu, il faut faire la part des choses, qu'il y a une priorité à l'urgence et de laisser un peu tout ce qui est pathologie donc froide après, bien entendu, quand les choses iront mieux. Est-ce que cela vous a inquiété de ne pas voir, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des gens qui devaient se faire opérer et qui ne venaient pas. Est-ce que cela vous a inquiété? Oui. Quelles sont les conséquences possibles? En fait, les conséquences, vous savez tous que quand on programme, donc, il y a une liste d'attente. Donc vous voyez un peu, il y a 3 mois qu'on a arrêté la chirurgie froide, vous voyez qu'il y aura un cumul. Donc vous voyez bien que les choses vont un peu se compliquer après parce qu'il faut rattraper ce cumul et vous voyez un peu que les interventions vont être encore plus retardées. Et bien sûr, il faut rajouter que c'est des handicaps. Si on a décidé de les opérer, c'est des gens qui souffrent. Quelles répercussions possibles si il y a rupture de prise en charge justement de ces gens-là? Ça se complique. Ça se complique, c'est ça la médecine. La médecine, plus on agit précocement, plus les résultats ne peuvent être que meilleurs. Oui. Alors, le 14 juin dernier, c'était la journée mondiale du don de sang. Est-ce que vous aviez un programme spécial pour justement inciter les gens à faire don de leur sang, justement? Comment ça s'est passé pour vous?
Tout à fait. Donc, on a célébré cette journée mondiale, aussi bien sur l'ensemble du territoire national. Et c'était une occasion un petit peu, et une station pour d'abord rendre un vibrant hommage à ces donneurs bénévoles, à ces donneurs anonymes, et qui, rappelons-le, ils jouent plus le rôle des héros que de donneurs, parce qu'ils sont là pour sauver des vies et donner leur sang et de façon altruiste. Mais aussi une autre station pour sensibiliser sur l'importance du don de sang, et que plus que jamais nous avons toujours besoin, surtout que nous sommes à la veille aussi de la saison estivale, où nous enregistrons déjà dans les années, on va dire, ordinaires, une baisse de la fréquentation des donneurs, mais en parallèle, il y a une augmentation aussi de la demande par l'augmentation des accidents de la voie publique et aussi le nombre de naissances, et que cette année, ce sera encore plus compliqué avec la situation de crise sanitaire. Est-ce que l'Algérien, d'une manière générale, est généreux? Est-ce que l'Algérien donne de son sang? C'est vrai qu'on n'en parle pas. Vous avez des donneurs fidèles que vous connaissez, qui viennent régulièrement? Des donneurs réguliers. Voilà. Je peux vous dire que pour l'année 2019, nous avons enregistré plus de 643 000 poches qui ont été collectées, qui représentent plus de 6,5% d'augmentation par rapport à l'année 2018. L'Algérie est classée parmi les parmi le premier pays, on va dire, des pays du Maghreb sur le continent africain en matière de nombre de donneurs et nombre de poches collectées. Est-ce que ça suffit? Non, parce qu'on parle d'un produit périssable qui a une durée de vie, donc il faut donner en permanence et renouveler les structures et les banques de sang. Si vous prenez l'exemple des plaquettes, ils ont une durée de vie qui ne dépasse pas les 5 jours. Si on parle des CGR, les concentrés de globules rouges, une durée de vie qui ne dépasse pas les 42 jours. Donc vous voyez que la problématique, c'est d'approvisionner en matière permanente les banques de sang. La situation inédite que nous avons vécue, c'était d'abord de mettre en place un comité d'experts sous la présidence de la directrice générale de l'Agence nationale du sang, et fait de différentes spécialités qui touchent à la transfusion sanguine, mais aussi les représentants de l'Institut Pasteur, et qui a permis de mettre des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité du donneur, la sécurité des malades et la sécurité bien sûr du personnel médical et paramédical. Alors vous disiez qu'au tout début de la crise, les gens ou les donneurs d'une manière générale ont été frileux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, après plus de 3 mois de la pandémie? Moi, parce que nous enregistrons qu'il y a eu au départ c'était pratiquement le désert, et grâce aussi aux médias qu'on remercie, qui ont joué à faire passer le message de la sensibilisation et le message de l'importance du don de sang, ça a permis à plusieurs partenaires de l'Agence nationale du sang de reprogrammer des collectes avec les mesures supplémentaires qui ont été prises justement pour garantir cette sécurité. Et nous avons pu réorganiser, actuellement, il y a les camions qui ressortent et qui sont au niveau des placettes publiques, et on constate une reprise justement de cet acte, de l'activité. Oui. Oui. Professeur Yaroubi, on en parlait avant l'enregistrement de cette émission, vous disiez que le confinement a été bizarrement une période où vous avez constaté une augmentation malheureusement des accidents domestiques qui ont été justement à l'origine de plusieurs complications chez vos patients. Oui, justement, on se posait la question, c'est qu'au niveau du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital de Ben Aknoun, paradoxalement, on a... Parce qu'on pense que les gens, quand ils sont chez eux, ils se protègent, finalement, non? Finalement, oui, et surtout, ça touche les sujets âgés. En fait, il y a eu des fractures? Oui, des fractures du sujet âgé, des fractures de l'extrémité proximale du fémur. Et là, on a vu que ça a triplé quand même. On a un chiffre qui est quand même inquiétant. Alarmant, oui. Et alors quand on se posait la question, finalement, quand toute la famille est là, les sujets âgés ne sont pas aussi protégés, aussi sécurisés. Là, ça m'a personnellement mis un truc qui me paraissait bizarre. Et entre autres aussi, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les rixes, les bagarres et tout ça. Et là aussi, on a enregistré pas mal, une augmentation. Et là aussi, ça nous laisse un peu perplexe et c'est étonnant.
Tout ça, donc, moi je pense qu'il y a un côté aussi le côté un peu du respect, du respect de tout ce qui est en rapport avec le confinement. Et comme nos collègues tout à l'heure l'ont bien précisé, c'est qu'il y a un manque quand même. On n'a pas respecté au sens propre du terme les consignes. Et là aussi, donc on se retrouve à l'extérieur, on est là, il y a pas mal il y a aussi les accidents de moto. Et ça aussi, c'est un problème que personnellement constaté. Et la moto, ça veut dire on sort et on se balade avec la moto. Et là, on a constaté pas mal. Il faut rappeler peut-être que ce genre d'accidents, justement, enfin, notamment les accidents domestiques, sont une source de fractures, surtout, mais aussi de mortalité. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Surtout le sujet âgé. Il faut savoir que la fracture du fémur proximal, par exemple, chez le sujet âgé, la fracture n'est pas aussi méchante, en fait. Elle peut consolider, on peut mettre des prothèses, par exemple. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que ça décompense l'état. Ce traumatisme donne à ce qu'on appelle des complications de décubitus. C'est pour ça on fait tout pour que le sujet âgé se mette, se verticalise, qu'on l'extrait du lit. Et c'est mortel. Il y a des chiffres très inquiétants concernant le rapport en fait entre la fracture de l'extrémité proximale du fémur et la mortalité chez le sujet âgé. Oui. Donc c'est très important aussi de le signaler. Donc il faut dire que la rupture justement de la prise en charge de ces sujets fragiles, elle peut être très grave. Le pronostic vital peut être compromis. Oui, effectivement, c'est le pronostic vital qui est mis en jeu. On a remarqué aussi qu'on ramène assez tardivement les sujets fracturés, les sujets âgés. On a remarqué, on peut en fait appeler peut-être, lancer un appel. Oui. Ouais. Docteur Khiri, alors pendant cette crise, finalement on constate qu'il y a un large panel de soins qui est ajourné, les hôpitaux sont désertés. Alors selon vous, quelles répercussions peut avoir justement, est-ce que cela s'apparente à une bombe, à retardement? À quoi doit-on s'attendre finalement dans l'avenir s'il y a par exemple beaucoup de soins primaires qui sont abandonnés? C'est ça, c'est que d'abord il y a eu les complications quand on parle en matière de transfusion sanguine, c'est que nous avons constaté que par exemple sur les cas d'anémie que d'habitude ne nécessitent même pas une transfusion, ils arrivent aux urgences dans une anémie profonde où les chiffres sont alarmants et qui nécessitent une transfusion. C'est-à-dire que le confinement ou le Covid a laissé des séquelles. Vous avez parlé tout à l'heure par exemple des cancéreux, et ils en ont parlé aussi dans le reportage, là aussi ça ne pardonne pas. Tout à fait. C'est des pathologies lourdes où la transfusion sanguine est une pierre qui fait partie du protocole thérapeutique. Oui. Et donc là aussi, cette reprise qui a commencé déjà depuis 15 jours, cette reprise va forcément induire une augmentation des besoins en sang et ses dérivés. Donc la problématique qui se pose aussi, c'est qu'il y a aussi cette saison estivale qui, en temps normal, fait que les donneurs désertent aussi les centres de transfusion sanguine. Bon, on l'expliquait par le fait que c'est la période des vacances, c'est la période des congés, etc., les universités qui sont fermées, les lieux habituels de collecte. Cette année, c'est une équation qui va être compromise et qui sera inédite aussi. Et cela va donc, nous, autant qu'Agence nationale du sang, permettre d'intensifier justement les efforts et les campagnes de collecte et de sensibilisation. Oui. Professeur Yacoubi, alors aujourd'hui, nous le disions tout à l'heure au tout début de cette émission que nous sommes vraisemblablement devant un nouveau pic par rapport à la crise du coronavirus. Vous avez repris il y a 2 semaines à peu près, c'est ça? 3 semaines donc les chirurgies. Chirurgies froides. Voilà, les chirurgies froides, les chirurgies qui étaient justement interrompues ou déprogrammées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la demande qu'il y a aujourd'hui, qui pèse avec la pandémie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manquer de personnel? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de manquer de médicaments, par exemple comme les hypnotiques ou des médicaments dont on a besoin dans la réanimation, par exemple? Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, nous suivons les directives du ministère. Oui. Donc, si on a à recevoir des directives de la tutelle,
comme quoi il faut diminuer, comme on nous a déjà demandé auparavant, l'activité, on le fera. Donc nous attendons quand même qu'il y ait des directives et à ce moment-là... Mais le risque est là. Oui, mais espérons que peut-être c'est un petit pic et puis il passera. Il passera. Vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste, sincèrement. Oui. Sincèrement. Docteur Khiri, si les gens ne sont pas, encore une fois, frileux ou ne donnent pas beaucoup de leur sang, c'est parce qu'ils ont besoin peut-être d'être rassurés. Qu'est-ce qu'il faut dire pour rassurer justement? Tout à fait. Ça a été la principale cause. Je pense, à mon avis, que la principale cause que les donneurs n'ont pas rejoint les centres de transfusion sanguine, c'est cette appréhension d'être contaminés. Les hôpitaux ont été des lieux de contamination. Donc là, on rassure tous les donneurs que toutes les mesures sont prises au niveau des CTS, aussi bien ces mesures barrières qui deviennent et qui font maintenant partie de notre vie quotidienne. Donc ces mesures sont appliquées au niveau des structures de transfusion sanguine et nous lançons un appel justement à tous les citoyens et les citoyennes qui sont âgés entre 18 et 65 ans et qui sont en bonne santé de se présenter au niveau des centres de transfusion sanguine. Toutes les conditions ont été prises justement pour les accueillir dans des bonnes circonstances. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous. Merci à vous, restez sur place. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je termine juste par la présentation donc, de cette revue. Alors, c'est la dernière édition de la revue de l'Académie d'allergologie. Il s'agit d'un numéro spécial, un numéro dédié au Covid-19 qui aborde tous les aspects liés à la crise. Il s'agit d'une édition dirigée par un comité scientifique composé de plusieurs experts de plusieurs pays, dont l'Algérie et donc des pays étrangers également. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous joindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec la dernière émission de la saison qui aura lieu à partir de l'Institut Pasteur. Au revoir.